Il y a bien évidemment plein de façons différentes de définir la réussite. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler de la réussite que je connais le mieux, qui est la réussite du coup en business. Avant ça, je veux juste vous montrer vite fait le petit coucher de soleil qui est genre magnifique. Après plus de 7 ans d'entrepreneuriat, avoir revendu une boîte, racheté plusieurs boîtes, investi dans plein d'autres boîtes, j'ai un peu essayé de voir s'il y avait des règles pour la réussite. Et j'en ai trouvé 21 que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. La première règle, en fait, qui pour moi est super importante, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, mais c'est de travailler avec des gens qui te donnent de l'énergie. J'ai lu, je pense, tous les bouquins, ou en tout cas une grosse partie des livres sur le recrutement, qui t'expliquent qu'il faut que tu fasses donc des scorecards, donc pour chaque rôle, déterminer quelles sont les compétences nécessaires afin que la personne puisse bien exécuter dans son rôle, et ensuite tu vas noter chaque critère et à la fin tu as une note. Vu que c'est très scientifique, moi j'adorais cette approche en tant qu'ingénieur. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que on oublie très souvent d'utiliser son intuition. Et son intuition, en fait, pour moi, c'est le sens qui a été totalement oublié. Donc quand tu regardes à l'école, en fait, on nous apprend qu'il y a globalement 5 sens, qui sont du coup l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, la vue. Et en fait, il y a d'autres sens. La proprioception, par exemple, on travaille ça beaucoup quand on fait du sport, mais globalement, c'est la visualisation de ton corps dans l'espace. Donc, si je ferme les yeux et que je lève ma main en l'air, en fait, je sais que ma main, elle est en l'air, quoi. Tu as aussi, du coup, l'intuition, qui est en fait un sens qui est beaucoup plus développé, je dirais, dans certains pays que dans les pays de l'Ouest. Mais en gros, ça, c'est un truc qu'on oublie un petit peu et qui, pour moi, est essentiel. Parce qu'en fait, les compétences, globalement, n'importe qui peut apprendre n'importe quoi. Il n'y a rien qui fait que le cerveau d'une personne est différent d'un autre cerveau. Le cerveau, en fait, on parle de neuroplasticité, donc c'est la capacité du cerveau à changer sa forme et sa fonction en fonction du coup des conditions. Ce qui veut dire que le cerveau, en fait, s'adapte et peut apprendre globalement n'importe quoi. Par contre, l'énergie que les gens peuvent te donner, et je sais que ça peut faire un peu super hippie ou you yaya, et je pense que je l'ai pensé pendant assez longtemps, mais c'est un vrai truc et on le voit. Quand on est dans une pièce avec des gens qui nous apportent beaucoup d'énergie, quand tout devient facile, quand on complète les phrases des autres personnes parce qu'on sait exactement ce qu'ils veulent dire et qu'on se comprend sans même se parler, ça c'est assez unique. Et en fait, ça c'est des trucs qu'il faut réussir à trouver et il faut s'entourer en fait de gens comme ça parce que globalement en fait la réussite, elle vient uniquement dans ta capacité à résoudre des problèmes. Toutes les boîtes les plus connues qu'on voit aujourd'hui, que ce soit Uber, Airbnb, Google, etc., ça a été des boîtes qui ont été des machines à résoudre des problèmes en fait. Et la seule façon pour moi de réussir à résoudre n'importe quel problème, c'est d'avoir une super équipe. La règle numéro 2, c'est que la plupart des meetings récurrents ne servent absolument à rien. En fait, j'ai remarqué avec le temps que l'être humain, par définition, va toujours essayer d'occuper le vide. Et que les meetings, c'est la meilleure façon d'occuper le vide. Donc les gens qui, en général, rejoignent une boîte et qui essayent de passer le plus de temps avec plein de personnes tout le temps, d'avoir des meetings qui sont justement récurrents, c'est souvent ceux qui produisent le moins. Et en fait, la capacité d'une startup à réussir, c'est sa capacité à itérer le plus rapidement possible. Et pour moi, quand je vois des gens qui calent, par exemple, je sais pas, 15 meetings récurrents toutes les semaines, je me dis, mais en fait, de quoi ils parlent? Et la plupart du temps, chacun de leurs meetings, il pourrait être en fait résumé en un message ou une phrase. Évidemment que c'est important de faire des meetings quand il y a des sujets concrets sur lesquels il faut échanger, etc. Mais la plupart du temps, ça sert à rien. Et donc si de base, en fait, vous décidez que vous voulez pas passer de temps sur des tâches récurrentes et qui servent à rien pour être focalisé justement sur ce qui va avoir de l'impact, moi je vous conseille d'enlever le plus de meetings récurrents possible. La troisième règle, j'en ai déjà parlé, mais c'est toute la réussite d'un business est intimement liée à la confiance. Pourquoi à la confiance? Parce que lorsqu'on développe un produit, un service, on apporte une solution à un problème. Pour que les personnes acceptent d'utiliser notre solution ou notre service, il faut qu'ils nous fassent confiance. Et la confiance, en gros, il y a 3 parties. Première partie, c'est la crédibilité. Donc, qu'est-ce que vous avez fait par avant qui vous permet de dire que vous êtes la meilleure personne ou la meilleure solution ou le meilleur service à proposer. Ensuite, la connexion émotionnelle. Donc ça, c'est est-ce que globalement, vous présentez bien? Est-ce que on vous fait confiance quand on vous voit? Est-ce qu'on a envie de travailler avec vous?
On peut reparler des énergies ici, mais là après vous allez dire que je suis un gourou un peu fou, donc j'en parlerai pas. Et la dernière partie du triangle qui est ici, c'est la fiabilité. Donc lorsque vous promettez quelque chose, à quel point vous tenez vos promesses. La quatrième règle, en fait, c'est que votre équilibre n'a pas besoin d'être le même que celui des autres. Pour lancer une boîte qui fonctionne, globalement, il faut une énergie qui soit telle au départ que votre équilibre va forcément être chamboulé. Il y a peut-être des gens qui arrivent très bien à garder un équilibre vie pro, vie perso, parfait lorsqu'ils lancent leur business, etc. Mais dans la majorité des cas, et j'ai rencontré quand même des milliers d'entrepreneurs, dont beaucoup qui ont fait des centaines de millions. Et en fait, pour faire réussir un projet au tout départ, vu que vous êtes globalement le seul à y croire, il faut que vous y mettiez énormément d'énergie. En fait, il faut voir ça un petit peu comme si c'était une moto qui était tombée sur le sol. Et votre objectif, en fait, c'est de la soulever. Et pour soulever une moto, la force nécessaire au départ, elle est énorme. Par contre, quand vous êtes dessus et que vous la faites rouler, ben, en fait, c'est beaucoup plus simple. Je dis ça alors que je sais absolument pas conduire une moto. Dernière fois que j'ai conduit un scooter, j'ai eu un accident. Bref. Mais vous voyez l'idée. Ou vous voyez ça plutôt comme un énorme rocher qu'il faut monter en haut de la montagne avant qu'il puisse du coup descendre tout seul et avoir l'inertie suffisante pour avancer tout seul. Puisqu'en fait, c'est ce que vous voulez faire lorsque vous montez une boîte qui fonctionne par elle-même. Règle numéro 5. Ça, je ne l'ai pas suffisamment fait au départ. Mais il ne faut pas oublier de célébrer les victoires. Et pourquoi c'est important de célébrer les victoires? Parce que déjà de 1, ça permet vraiment de récompenser l'équipe avec laquelle vous travaillez. Ça permet aussi de cristalliser dans votre cerveau que lorsque vous mettez des objectifs ambitieux et que vous les atteignez, en fait, il y a une sorte de récompense. Donc le système de récompense, en fait, c'est quelque chose qu'on sait faire fonctionner chez les animaux. On peut le voir très bien avec l'exemple du chien, donne la patte, je te donne un gâteau. On peut voir le chien même qui salive. Donc ça, c'était même l'expérience du coup de Pavlov, avec la cloche de Pavlov, où en gros, je me rappelle plus exactement, donc peut-être corrigez-moi en commentaire si je dis de la merde, mais dans mes souvenirs, c'était à chaque fois que on allait donner à manger au chien, on faisait d'abord sonner une cloche. Donc le chien a associé le bruit de la cloche avec la nourriture, et donc lorsqu'on faisait sonner la cloche mais sans lui donner à manger, le chien commençait déjà à saliver en fait. Et en fait, dans notre cerveau, le système de récompense, il fonctionne exactement de la même manière. Et il y a des moyens justement de faire ce qu'on appelle une sorte de renforcement positif, où en fait, vous vous mettez dans un contexte où si vous célébrez à chaque fois que vous avez des petites victoires, en fait, vous aurez envie de plus en plus rapidement d'accéder à ces petites victoires et ça devient addictif. La règle numéro 6, sois patient. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé un peu dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a un peu de tout dans l'entrepreneuriat, mais globalement, il faut être patient en fait. Moi, je connais des gens qui ont mis, je sais pas, 6-7 ans avant d'arriver à faire leur premier million. Puis des gens qui ont mis un mois pour faire leur premier million et après qui sont restés bloqués pendant 2-3 ans. En gros, je dirais que dans notre époque, la patience est d'autant plus importante. En gros, les nouvelles générations, globalement, elles sont habituées à quoi? TikTok, Instagram Reel, YouTube Short. Donc, tu scrolls, tu as un shot de dopamine, donc tu as directement ce que tu veux. Et en fait, ça, c'est un problème. Parce que à l'époque typiquement de nos parents, quand tu avais une télévision avec 3 chaînes, en fait, les gens ils regardaient la télé, ils étaient bloqués devant un truc qu'ils aimaient pas trop, en fait, ils n'avaient pas trop le choix. Donc comme ils n'avaient pas trop le choix, ils étaient patients pour voir si potentiellement le film allait leur plaire. Et on peut le voir dans les films, si vous comparez, si vous aimez un peu le cinéma, regardez un film des années 50-60 avec un film d'aujourd'hui, je pense que la plupart des gens n'arriveraient jamais à rentrer dans ces vieux films parce que le rythme il est beaucoup plus lent. Et en fait, pourquoi c'est important aujourd'hui d'être patient? Et je pense que c'est une qualité qui permettra en fait aux gens d'avoir beaucoup plus de succès qu'il y a quelques années. C'est parce que à l'époque, les gens, par définition, ils étaient patients. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui est impatiente et donc tout le monde pense que pour avoir des millions, en fait, ça peut se faire en 2 secondes. Donc en fait, vous avez plein de gens qui ont des attentes qui sont totalement décorrélées de la réalité, qui l'ont vu une fois sur Instagram et donc qui en font un petit peu la réalité, parce que aujourd'hui, en fait, on le voit et toutes les études le montrent, mais plus vous passez de temps sur Instagram et plus vous allez avoir tendance à normaliser des choses qui sont pas normales et donc vous avez l'impression d'être clairement une merde. Clairement, moi, j'adore le sport, donc quand je suis sur Insta et j'ai beaucoup de sport sur Insta, ma vision du monde via Instagram, ça serait de dire que
tout le monde sait faire des sauts périlleux arrière, que c'est normal de sauter d'une falaise, que tu peux faire du VTT à 300 km/h en descendant une montagne et que tout va bien se passer. Voilà, ça c'est la réalité des réseaux sociaux. Dans la vraie vie, en fait, je sais pas, tu as peut-être 20% de la population qui peuvent courir 5 km aujourd'hui, tu vois. Donc, on est sur vraiment genre 2 poids, 2 mesures et 2 mondes totalement différents. Donc, les gens qui seront patients, vous allez partir avec un avantage dans la vie bien supérieur à toute cette nouvelle génération. Règle numéro 7, c'est que les seules règles du jeu sont les tiennes. Et c'est ça qui est vraiment genre génial dans le business. Depuis qu'on est tout petit, on nous impose des règles, sauf si tu as fait je sais pas, Montessori ou d'autres écoles. Globalement, l'école, c'est des règles qu'on nous impose. Donc, on nous dit quand travailler, sur quoi travailler et comment travailler. Ensuite, en entreprise, globalement, c'est une école un peu différente. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, hein, mais si vous regardez pourquoi l'école a été créée, quand l'école a été créée, ou en tout cas quand le système de l'école a été créé, bah en fait, c'est avant tout pour faire des bons employés. Donc pour faire des gens qui rentrent dans un moule, rentrent dans des cases. Et une des expériences aussi super intéressantes, une étude qui a été faite sur la créativité, où en fait on fait un test de créativité à des enfants, je crois, de 4-5 ans, et on refait ce test à des gens soi-disant beaucoup plus intelligents et beaucoup plus tard, donc à 13-14 ans et encore après à 20-30 ans. Et en fait on se rend compte que les enfants sont beaucoup plus créatifs que les gens plus âgés. Et pourquoi? En fait parce qu'on nous force à rentrer dans tes cases et du coup ça tue notre créativité. Bonne nouvelle, quand vous êtes entrepreneur, vous faites ce que vous voulez, vous travaillez sur ce que vous voulez, quand vous voulez. Mais par contre, en fait, c'est à vous de payer le prix de votre incompétence si vous êtes incompétent ou de votre succès si vous arrivez à faire quelque chose de génial. Et c'est ça qui est trop bien. J'ai rencontré des gens qui avaient une boîte avec 10 personnes, qui faisaient un peu plus de 10 millions de revenus récurrents annuels, avec une toute petite équipe et donc des profits monstrueux. J'ai rencontré d'autres personnes qui, eux, avaient envie d'avoir une équipe avec des centaines de personnes. En fait, vous faites ce que vous voulez. Et il y a tous les cas d'exemple dans les entrepreneurs. J'en connais qui travaillent plus du tout sur leur boîte et qui ont de l'argent qui rentre un peu de façon automatisée. Après, évidemment, énormément de travail. J'en connais d'autres qui, eux, sont toujours à bosser 70-80 heures par semaine alors que leur boîte pourrait tourner sans eux. En fait, ça qui est important, c'est que vous pouvez faire vos propres règles, mais avant de créer ses propres règles, il faut comprendre que c'est possible. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est passer du temps à rédiger vous-même les règles que vous avez envie de suivre pour votre business et celles qui feront que pour vous, ça sera un succès en fait. Règle numéro 8, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Je vous en parlais tout à l'heure dans le business de cette partie fiabilité, donc à quel point vous arrivez à tenir vos promesses. Mais en fait, ça, c'est vrai dans tout. Je me rappelle une fois, j'étais en train de chasser des potentiels candidats pour nous rejoindre. Et en fait, je contacte une personne qui était vraiment brillante et qui me dit je peux pas en fait te rejoindre, on vient de me promettre une promotion, tout ça. Et je dis trop bien. Mais en fait, on avait parlé il y a 4-5 mois et tu m'avais dit aussi que tu allais avoir une promotion. Ah ouais, mais il devait faire une nouvelle levée de fonds, donc ça a pris un peu de temps et il le décale, machin et tout. Et en fait, cette personne qui était brillante, elle nous a rejoint un peu plus tard. Et pourquoi elle nous a rejoint? Parce qu'en fait, le fondateur qui lui avait promis cette promotion ne lui a jamais donné. Même après la levée de fonds, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a cassé la confiance. Et comme je vous dis, en fait, dans le business, la confiance, c'est le truc le plus important, que ce soit avec les gens que vous recrutez, avec qui vous allez bosser, que ce soit avec vos partenaires, que ce soit avec votre client. En fait, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas casser. Et une fois que c'était cassé, elle nous a rejoint. À l'époque, on n'avait pas d'argent, donc je ne lui avais pas proposé un salaire énorme, honnêtement. Mais en fait, elle kiffait la mission et je lui avais fait des promesses, par contre, sur l'évolution que j'ai tenue. Et du coup, ça a changé totalement sa relation et son implication avec le business. Et ça, c'est ultra important. Et des histoires comme ça, j'en ai des tas. Règle numéro 9, reste toujours rentable. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des pros de la finance qui me diront non, il faut que tu prennes des dettes pour accélérer. Non, il faut que tu lèves des fonds pour aller encore plus vite. La vérité, c'est qu'en 2020 ou 2021, je ne sais plus, quand on avait refusé une levée de fonds qui avait beaucoup fait parler, etc., tout le monde se foutait de ma gueule à ce moment-là. Tout le monde me disait non, mais le bootstrapping, c'est par manque d'ambition, etc., etc. Et je me rappelle même que certaines startups qui avaient levé
des centaines de millions. Je pense notamment à Miro, Luco, les licornes, donc l'élite de la France, qui aujourd'hui sont en redressement judiciaire ou n'existent plus. Bah en fait, ces gens-là, avec le recul, je pense qu'ils se rendent compte que s'ils étaient restés rentables, ils auraient été encore maîtres de leur propre destin. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont ce goût du risque et qui sont OK avec le fait de se dire ma boîte, soit ça devient une boîte qui fait des milliards, soit ça devient rien du tout. Et le cas au milieu, je ne veux pas l'avoir. Moi personnellement, ma définition de la réussite, c'est de pouvoir être maître de son destin à n'importe quel moment. Et lorsque tu n'es plus rentable, ben en fait, tu mets ton destin dans les mains potentiellement d'investisseurs, de banques, etc. Et ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'accepte pas. Pourquoi j'accepte pas? Parce que si on revient à la règle numéro 6, être patient, ben en fait, il y a des fois où tu penses qu'il y a quelque chose qui va super bien marcher et en fait, ça marche pas du tout. Il y a des fois où tu penses que ta vision, ça va être quelque chose de très spécifique et en fait, tu te rends compte que c'est totalement l'opposé et qu'en fait, tu as perdu peut-être 6 mois. Et ça va arriver dans la vie d'un business. Nous, ça nous est arrivé, tu vois, je peux te raconter une histoire où en fait, on avait décidé de recoder en entier la plateforme. On a passé 6 mois à bosser dessus et en fait, c'était vraiment un des pires échecs. Donc, on a dû reprendre tout à zéro et globalement, dans la vie de l'Emlist, on a perdu au total 1 an et demi. Ce qui fait que pendant 1 an et demi, on était totalement bloqué avec la dette technique et qu'on n'a plus pu lancer de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, ça nous a poussé à moins innover. Ça nous a poussé dans une sorte de mini plateau, on va dire un gros ralentissement. Et c'est que quand on a décidé de lancer en fait cette innovation à nouveau en ayant des fonctionnalités délivrées quasiment toutes les 2 semaines ou tous les mois, qu'en fait on a repris cette croissance et on a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait pris. Mais ça en fait ça peut arriver. Et si on n'avait pas été rentable et que du coup on se retrouvait dans cette zone où en fait on peut plus payer les employés, bah en fait c'est horrible et c'est vraiment pas une situation dans laquelle tu veux être. Pause boisson. Ouh, il y a les sushis qui arrivent. Ouais, 18,05. On va manger des sushis. Ça va être génial. Règle numéro 10. Il y a toujours une solution. Et ça, c'est un truc, je sais pas à quel stade t'es de ta boîte, mais il y a eu tellement de fois où je me suis dit, putain, c'est la fin. Surtout au début. Donc je te raconte une histoire. En 2018, quand on lance l'Emlist, moi, je traquais à l'époque peut-être 4 métriques. La première métrique que je traquais, c'était le nombre de visites sur le site internet. Ensuite, je traquais le nombre de personnes qui créaient un compte. Ensuite, je traquais le nombre de personnes qui activaient. Et l'activation, pour moi, en gros, c'était des personnes qui lançaient des campagnes de prospection. Et enfin, je traquais le nombre de clients payants. Et en gros, je me rends compte qu'on a beaucoup de sign-up, donc beaucoup de gens qui créent des comptes, mais par contre, l'activation, donc le nombre de personnes qui lancent des campagnes, bah en fait, ce chiffre-là, il n'est pas bon. Et donc, moi, je me dis, ok, c'est bon, je vais refaire le produit en entier. Donc, je réfléchis un petit peu, je regarde l'interface, je regarde les sessions. Donc, j'enregistre, tu peux enregistrer en gros ce que font les gens sur ton application et tu peux voir après ce qui ne va pas et là où ils bloquent en gros. Et donc, à partir de ça, je décide de refaire entièrement le flow. Et là, on commence à avoir sur la communauté Facebook des messages d'insultes, des messages qui disaient le support dit que c'est des gens qui ont voulu faire ces changements, mais qui a voulu faire ça? Vous êtes vraiment des cons, etc., etc. Le support, en l'occurrence, c'était moi, parce qu'à l'époque, j'étais solo. Et donc, du coup, je vois ça et là, je me dis putain, c'est vraiment la merde. Je vois qu'il y a un nombre de clients qui annulent leur abonnement qui est énorme. Pour vous dire la vérité, à l'époque, je crois que c'était 35 ou 40% de la base client qui a annulé son compte. Donc là, je pense que la boîte, elle est finie, quoi. Qu'en gros, dans 1 mois, on fait plus de chiffre d'affaires. On n'en faisait pas beaucoup à l'époque, hein. C'était vraiment au tout début. Mais quand même, quoi. Donc au début, je suis en mode total panique. Et après, je me dis, ok, comment est-ce qu'on peut trouver une solution? Donc là, je prends les gens déjà qui se plaignaient le plus. Je les prends directement en meeting. Donc je fais des visios avec eux. J'essaie de comprendre ce qui n'allait pas directement sur le produit. Je comprends bien les problèmes. En direct, les devs, ils étaient en train de tout modifier pour résoudre justement ces différents problèmes. Et en fait, rapidement, je vois que ces gens-là commencent à dire l'équipe est géniale, ils ont réussi à résoudre tous les problèmes en 2 secondes, ça fait vraiment plaisir d'avoir une boîte de logiciels où on nous écoute, etc. Donc en fait, j'ai transformé une situation qui était catastrophique en une situation d'opportunité puisque j'ai eu beaucoup de feedback utilisateurs de gens qui étaient énervés et donc j'ai compris quelles étaient les fonctionnalités les plus importantes.
J'ai pu modifier en fonction de leurs besoins, donc ça a aussi arrangé plein d'autres personnes. Et à côté, la métrique que moi, je traquais tout le temps, qui était l'activation, ben en fait, elle a doublé ou triplé à l'époque. Et donc, notre taux de conversion aussi entre sign-up et clients payants a triplé. Ce qui veut dire qu'on a eu un mois où, en fait, entre les nouveaux clients et ceux qui avaient annulé et que j'ai jamais pu récupérer parce que je pense que la confiance était un peu cassée, ils étaient un peu frustrés, ce que je peux comprendre. En gros, on a eu ce mois assez plat et le mois d'après, c'était notre plus gros mois et le mois d'après encore notre plus gros mois et ainsi de suite. Donc, il y a toujours une solution. Et il y a eu des fois aussi où, je ne peux pas partager tout dans les détails, mais il y a eu un moment il y a quelques années, on a eu un problème avec Google. Ils envoyaient du coup des emails vers une adresse qu'on regardait pas tout le temps. Et donc, ils nous ont recontacté un moment sur la bonne adresse en nous donnant une deadline de, je crois, 3-4 jours pour changer énormément de choses sur la tech, sinon ils nous coupaient les accès. Et donc là, à ce moment-là, on était, ok, on a 3-4 jours, on n'aura pas le temps de tout faire, c'est la fin, quoi. Et à ce moment-là, pareil, tu te dis, ok, si Google nous coupe les accès, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tu essayes de trouver des solutions. Et donc d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, ton business, il n'est pas dépendant uniquement de ça. Et après, petit à petit, en fait, tu trouves des solutions même à des problèmes qui n'existaient pas. Tu mets le jus de cerveau de plein de personnes en commun. Et ça, en fait, une fois que tu fais ça, une fois que tu passes dans ce mode de il y a toujours une solution ou il faut trouver des solutions, en fait, tu enlèves ce côté paralysant qu'il peut y avoir quand tu as un problème qui te tombe sur la tête et tu te dis oh putain, c'est la fin. Donc, limite maintenant, quand il y a des gros problèmes, je me dis juste, évidemment, je vais avoir peut-être 30 secondes où ça va me faire chier comme tout le monde. Mais après, je vais me dire ok, comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver une solution? Règle numéro 11. Promis, je ne vais pas faire des danses TikTok. Sois fier de ce que tu fais ou ne le fais pas. Ça, je pense que c'est super important. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une phrase que j'aime bien de Gary Vee qui dit « Quel est le ROI de ta mère ?» Et en fait, comme ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde, techniquement, c'est très dur de mesurer son ROI. Et en fait, je trouve que dans les boîtes aujourd'hui, il y a un peu cette obsession autour de la data. Les gens adorent s'appeler data-driven, alors que la plupart du temps, ils comprennent rien à la data. La data, ça peut être extrêmement complexe. Et donc, les gens veulent investir énormément d'argent pour faire ce qu'on appelle des modèles d'attribution. C'est-à-dire, on a envie de rendre le business scientifique. Pourquoi scientifique? Puisqu'on veut te dire, quand tu fais A plus B, en fait, tu auras C. Et ça, c'est scientifique, ça rassure tout le monde, ça rassure les investisseurs. Et c'est pour ça aussi que les boîtes qui lèvent énormément d'argent investissent essentiellement dans des ads. Pourquoi les ads? Parce que tu peux traquer quand tu investis 1, 2, 10, 1000, 100 000 euros, combien ça te rapporte d'argent. Alors qu'en fait, dans le marketing, il y a plein de choses que tu ne peux pas traquer. Cette vidéo, par exemple, je suis en train de vous parler, je vous parle de l'Emlist, je vous parle de mes différents produits. Peut-être qu'un jour, vous direz, j'ai envie de faire de la prospection. Et peut-être qu'un jour, vous vous direz, peut-être je vais utiliser l'Emlist. Est-ce que je vais savoir que c'est cette vidéo qui a rapporté des clients à l'Emlist? Non. Et est-ce que j'ai envie de le savoir? Non, je m'en fous. Je fais cette vidéo parce que ça me fait plaisir de partager du contenu. Ça m'aide, moi, personnellement, à me rappeler de tout ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Je suis content de faire des vidéos pour la personne que j'étais il y a 7 ans et qui aurait kiffé avoir des vidéos d'un mec qui partage en fait ses apprentissages. Voilà pourquoi je le fais. Et quand je crée du contenu, je veux être fier du contenu que je crée. Et c'est pour ça que je le fais. Et en fait, ça s'applique dans plein de choses dans le business et c'est ultra important de le garder. Je vous avais annoncé 21 règles. Les sushis sont arrivés. Du coup, je vous propose un truc. Et la vidéo, je vois qu'elle va durer assez longtemps. Si j'ai 100 commentaires, je publierai la partie 2 avec du coup les 10 autres règles pour réussir. Allez les petits loups, moi je vais manger et je vous dis à très bientôt. Pou pou pou.